Bonjour, nous sommes le vendredi 14 août 2020. Comme je vais parler de différentes choses, je vais donner à cette vidéo le titre que je leur donnais autrefois, le temps qu'il fait le 14 août 2020. D'ailleurs, je le faisais le vendredi, donc ça tombe très bien. Je vais parler de trois choses. Je vais parler de la mort de Stigler, je vais parler du coronavirus et je vais parler des États-Unis. Alors, j'ai appris la mort de Bernard Stiegler, donc c'était il y a exactement une semaine, c'était le 7, et mort qui avait eu lieu le jour d'avant. Et vous avez réagi avec, voilà, avec émotion. Il y a de très beaux messages de votre part. Il y en a aussi de très beaux que j'ai reçus par mail, avec des choses, je dirais, comment dire, trop intime, voilà, trop lié à des expériences personnelles de l'avoir connu et des incidents dans lesquels on s'est trouvé et où il est toujours apparu, je dirais, sous son meilleur jour. Euh, il y a eu aussi quelques notes discordantes. J'ai eu deux messages de gens qui m'ont écrit. Comment osez-vous, l'un prétendant parler au nom de la famille, euh, l'autre prétendant parler au nom des vrais amis de Bernard Stiegler. Mais on peut toujours regarder, trouver assez facilement qui sont les gens qui vous écrivent de nos jours, et surtout quand on a fait un peu d'informatique. Et voilà, ce sont des gens que Bernard connaissait très vaguement, des gens qui connaissaient très vaguement. Je suppose que ce genre de réaction est lié au fait que c'est des gens qui auraient préféré, qui auraient aimé être reconnus davantage par Bernard Stiegler, qui du coup parle au nom de sa famille. Je suis en contact avec sa famille, il n'y a pas de souci, au contraire. J'ai reçu des lettres, voilà, justement très aimables de certains de ses amis. Il n'y a pas de malentendu. Ceci dit, le fait est que je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire une vidéo tout à l'heure et je parlerai de ceci ou ça. Vous avez dû le voir. C'est comme je fais souvent. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur et je l'ai dit immédiatement. Et j'avais dit que un jour, voilà, j'avais dit dans une ou deux semaines, je rassemblerai les témoignages. Et je ferai ça, je ferai un blog avec les témoignages. J'avais fait ça pour un ami autrefois, à moi. Je suis revenu des États-Unis et on m'a dit qu'il était mort. Voilà, personne n'avait pris la peine de me le dire. Parmi les gens qui ont connu sa mort. Euh, et du coup, bon, j'ai reconstitué la date de sa mort. J'ai mis ensemble des photos de lui, Georges Milton Agora, et puis les gens sont venus. Voilà. À ce moment-là, les gens sont venus. Donc il y a des témoignages, voilà, qui couvrent peut-être une dizaine d'années. On va faire ça, on va faire pareil ça avec Bernard. Voilà, coronavirus, vous vous en souvenez. Je n'ai pas fait de prophétie sur le coronavirus, c'est pas mon domaine du tout. Quand j'ai parlé des subprimes, et que j'ai dit qu'il allait y avoir une catastrophe liée à ça, je peux vous donner tous les chiffres. J'avais des copains qui travaillaient dans d'autres établissements subprimes que celui où je me suis retrouvé, et ainsi de suite, je pouvais documenter ça. Alors quand j'ai dit à la fin du confinement, quand j'ai dit, moi j'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose du côté du 15 août, je vais vous le dire, c'était pifomètre, combinons simplement deux choses. Ce qu'on avait pu voir de la première vague, c'est-à-dire comment ça se répand, quel est le mécanisme, R0, enfin bon, tous ces petits machins-là. Et puis le fait qu'on allait interrompre le confinement. Et non seulement on allait l'interrompre, et puis on allait laisser les gens partir sur les routes, dans des lieux de vacances, etc. etc. Donc quand j'ai dit 15 août, c'était intuitif, comme on dit. C'était intuitif à partir. Bon, comme toujours, ça peut être intuitif à partir de rien, c'est-à-dire que les gens disent c'est mon intuition et puis ils n'ont aucune information sur le sujet. C'est le cas d'un certain monsieur Trump aux États-Unis.
Et puis, il peut y avoir une intuition plus ou moins quand même informée. Mais ceci dit, je ne suis pas virologiste, je ne suis pas virologue. Je n'ai pas fait de calcul, c'est vraiment voilà, deux impressions combinées à partir de quand même bon, d'une expérience d'avoir été un mathématicien impliqué toute ma vie. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait à partir de zéro. L'autre jour, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui est venu voilà, qui venait vérifier la dangerosité des arbres dans mon jardin. Ah, je lui dis, ah, vous faites de la trigonométrie. Alors il m'a dit, comment vous savez? Ben, j'ai dit, ben, c'est parce que c'est comme ça qu'on calcule la hauteur d'un arbre à partir du fait qu'on est en dessous. Ah oui, oui, bon, vous savez ça, c'est bien. Et j'ajoute d'ailleurs que ce monsieur, dont on m'avait simplement donné le nom, s'est révélé être un grand enthousiaste du blog de Paul Dorian. Donc voilà, ça aide sans doute dans mon cas. Non, je plaisante. Il a fait tout son rapport avant voilà, qu'ils se rendent compte que j'étais la personne dont par ailleurs il regardait les vidéos et dont il avait lu pratiquement tous les livres. Voilà, j'en ai quand même trouvé un, j'avais encore un exemplaire que j'ai pu lui donner. Voilà, ça c'est les petits trucs de la vie quotidienne. Donc, j'avais dit vers le 15 août, ça paraissait voilà, raisonnable. Ça paraissait pas raisonnable pour ceux qui, à partir de la science infuse, disaient, ou disent toujours peut-être, si ça se trouve, qu'il n'y aura pas de seconde vague. Et là, quand j'ai commencé à dire, vers le 15 août, c'était toujours en commençant ma phrase, en disant, sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais alors les gens qui veulent voilà, disqualifier ça disent oui, mais le virus a sans doute muté, comme si un virus qui mutait ne pouvait pas muter aussi en devenant plus virulent qu'il ne l'était déjà. Voilà. Alors, ça aurait pas être génial, d'une certaine manière. On a vu dans nos pays, les gens se sont dit, bon, allez, on prend sa respiration, on va le faire, on nous demande de le faire, c'est une bonne chose, et on le fait. Mais l'idée, c'était quand même que ça allait être un truc exceptionnel. C'était quand même, on le faisait parce que faire ça une fois, c'est pas très très grave. Quand on va voir qu'il faut le faire une seconde fois, qu'on le fera probablement parce qu'on attendra trop longtemps cette fois-ci, et qu'aussi qu'on s'est mis en situation où quand ça démarrera, ça risque de démarrer de manière explosive, tellement il y a eu de contact entre les gens. Ça risque d'aller très vite et on risque de se retrouver très rapidement avec les hôpitaux encombrés, pas assez de lits, etc. Quand j'ai lu au mois de juin, au mois de juillet. Ah oui, mais ça va être dur parce qu'on a déjà démonté tous les dispositifs provisoires. On a déjà abattu les cloisons en plâtre. On a déjà démonté tous les lits, etc. Ça, on a déconfiné un jour, et vous pouvez être sûr, le lendemain, le jour du déconfinement, on a commencé à démonter tout le matériel de campagne qu'on avait mis pour s'il y avait des cas s'il y avait du surplus, si ça débordait, et s'il fallait organiser quelque chose. On l'a démonté tout de suite. Là, alors que tout le monde a dit que c'était un truc, c'est pas une grippette, c'est une super grippe. Et comme comme toute grippe ou super grippe, ça va revenir à l'automne. Alors qu'au mois de mai, on vous dit, on ne pense pas qu'au fait que l'automne c'est au mois de septembre, ça fait quoi? Juin, juillet, août, septembre, c'est 4 mois plus tard. Ouais. Bon, parfois c'était dans des gymnases, et alors on s'est dit on va rouvrir le gymnase. En fait, on n'a pas rouvert le gymnase, bien entendu, parce qu'on n'est pas complètement débile. Et voilà. Donc, on va être encore moins bien préparé que la première fois, parce que la première fois on dit oui, on n'a pas réagi comme il fallait. On a quand même entendu à partir de janvier qu'il y avait des trucs qu'il se passait des choses en Chine, on savait que ça peut déborder, etc. Cette fois-ci, à l'automne, ça risque. L'expérience de la grippe espagnole, je crois que va se produire. J'avais dit ça tout de suite, hein, j'ai regardé la courbe de la grippe espagnole et j'ai vu tout de suite qu'il y avait eu une première vague qui était déjà solide, et puis que la deuxième, c'était quoi? C'était 2 fois plus haut, 3 fois plus haut. Il faudrait regarder de nouveau le graphique. Les gens ont dû raisonner de la même manière.
Ou alors ils ont dû se dire, oui, comme quand on vient d'avoir la guerre, on ne va pas quand même avoir une catastrophe, une deuxième catastrophe tout de suite, avec tous ces raisonnements que j'ai appelé tout à l'heure, c'est pas tout à l'heure, c'était il y a quelques jours, que j'ai appelé, je l'ai utilisé tout à l'heure aussi, mais c'est pour ça que j'y pense, le fameux principe du Père Noël de Lacan. Et évidemment, il fallait évidemment un psychanalyste qui vous rappelle ça, qu'on croit toujours que tout va s'arranger, et que ça va s'arranger tout de suite, et que ça va s'arranger toujours pour le mieux. Et c'est formidable. Hein. Je suis sûr qu'on ne serait pas là. Hein. On serait pas là en ce moment si on avait été beaucoup plus lucide que ça autrefois. On peut se payer d'être lucide maintenant parce qu'on gère quand même pas mal des difficultés autour de nous. Mais autrefois, il valait mieux, effectivement, comme ça j'en ai parlé hier, à faire une profession et en espérant que ça marche. J'en ai parlé hier parce que j'ai été invité donc à parler c'est pas pour la Toussaint, si c'est pour la Toussaint, non, oui, c'est pour la Toussaint, c'est le 1er novembre, dans une vieille organisation, Secours Mutuel Saint-Roch, et j'ai expliqué, je trouve ça formidable, quand ce sont des choses comme ça qui m'invitent. Une des premières voilà, mutuelles au sens le plus ancien de caisse commune, de tontine c'est pas vraiment une tontine, mais de caisse commune pour aider au sein des communautés. Celle-là date de 1860 quelque chose. Et donc se trouve là, dans l'Aude, pas très loin de Carcassonne. Donc ça c'est pour le Covid. Il va falloir attacher sa ceinture. Ça va pas être facile. C'est déjà pas facile la première fois. Ça va être encore plus dur la seconde. D'abord parce qu'on sait ce que c'est. Et que l'autre fois, on découvrait un petit peu en cours de route comment ça marchait ce truc et que c'était pas sympa du tout. Et là, on va se dire, il va y avoir la déprime en plus. Là, au début, il y a des gens qui ont déprimé parce qu'ils étaient claustrophobes, parce que ça durait, parce qu'ils étaient coupés de tout lien avec l'extérieur, voilà, parce qu'ils avaient souvent une relation amoureuse avec quelqu'un qui était pas là. Cette fois-ci, quand ça va se passer, d'abord, c'était pas agréable la première fois. Et puis surtout, on se souviendra, on sait à quoi on s'expose. Et au printemps, c'était peut-être encore une chose. Mais à l'automne, ça va encore être une autre. Et à l'hiver, ça va encore être une autre. Surtout qu'on est dans un climat dont on commence à admettre qu'il est en train de se dérégler complètement. En principe, je vais chez une cousine à la fin du mois. Voilà, ça va être ma petite sortie. Je vais avec ma soeur chez une cousine. Et elle a envoyé des vidéos hier de l'orage qu'il y avait eu. Et il ne reste plus rien. Alors, ça va être quand même sympa de voir la cousine et les cousins. Mais pour ce qui est d'être assis dans un beau jardin, là on peut repasser. C'est la dévastation. Hein. Elle a envoyé des photos où c'était couvert de 2 cm, 3 cm de grêlons, et la terre était sèche, l'herbe était sèche aussi, et là où c'était en pente, dans le jardin, c'est parti, hein, c'est parti avec l'eau qui venait. C'est un, Ouais, c'est la Somme en 1915. Je ne devrais pas, il ne faut pas rire de la guerre de 14, mais je veux dire, c'est un paysage de dévastation, Et ça, donc, ça aussi, on va voir. Hein, on a déjà des surprises. Je l'ai déjà dit l'année dernière, quand on aura 3 canicules sur un été, on va commencer à trouver qu'il fait très chaud. Plus les endroits où il y a des températures qu'on n'a jamais vues. Chaque année, on bat des records maintenant de température. Euh, ouais, 30 degrés au-dessus du cercle arctique, des machins comme ça. Bon, allez, on passe à un truc maintenant qui va nous remettre de bonne humeur, à l'Amérique sous Trump qui se prépare à des élections. Alors là, c'est-à-dire qu'en plus, on va avoir un climat international qui va être complètement déboussolé par le fait que ce type perd les pédales, et il perd ses pédales à très juste titre. Et quand je dis à très juste titre, c'est bon, je suis en train de terminer donc le manuscrit du 2e volume de Mes aventures de Monsieur Trump, le tome 2.
Le premier tome, il se terminait à la fin à peu près sa première année de règne. Mais celui-ci, bon, ça va être de là jusqu'à maintenant. Et ce qu'on voit surtout, c'est ce type accumulé en cours de route. Et là, je dirais, c'est peut-être un peu ma valeur ajoutée, parce que j'en fais le décompte au fur et à mesure. Et ça, j'étais à peu près le seul à le faire. Maintenant, les Américains commencent à faire ça depuis une semaine ou deux. Euh, tous les trucs qui passaient. Quand j'ai dit, quand on a arrêté, enfin pas quand on a arrêté, mais quand on a inculpé des gens qui travaillent à l'espionnage et au contre-espionnage en Russie en disant qu'ils avaient fait des ingérences dans la politique américaine, et que je dis, il est écrit là en filigrane, Monsieur Trump, haute trahison, et personne n'en parle. Bon, évidemment, c'est en filigrane. C'est avec des trucs comme suspect numéro 1, individu numéro 3, et tout ça. Il faut lire il s'agit de Monsieur Trump. Et on accumule des trucs. Et sur les infractions aux lois sur les politiques, sur les campagnes électorales, etc., ça s'accumule. Le type, quand il arrivera à l'arrivée, là, aux élections de novembre 3, il y a des dossiers qui sont prêts avec des centaines d'années de prison pour lui. Et ceux qui voudraient encore, je dirais, pousser sur le siège éjectable tant qu'il est temps, mais il faut qu'il le fasse. Et c'était ça un petit peu l'avertissement des mémoires de John Bolton. Donc j'ai dit que le but essentiellement c'est deux choses. C'est de dire il y a un courant alternatif encore dans le Parti républicain, celui de Trump, c'est celui que je représente, les néoconservateurs. Mais l'autre aussi c'est de dire écoutez, je vide mon sac parce que moi je n'ai pas envie de faire de la prison. Et là il mouille, je l'ai dit, il donne des noms. Bolton dans son bouquin, il dit ceux-là c'est du bon côté. Ceux-là, bon, bah, écoutez, ils ont fait de leur mieux, etc. Bon. Et ceux-là, non, ben, on ne peut vraiment pas dire qu'ils aient fait de leur mieux, et ceux-là, ils sont mouillés jusqu'au cou. Et là, bon, qu'est-ce qu'il dit? Rudy Giuliani, l'avocat de Trump, ancien maire de New York, William Barr, son ministre de la Justice, et Mike Pompeo, son ministre des Affaires étrangères. Encore que pour Pompeo, parfois il lui donne des circonstances atténuantes sur ceci ou sur cela. Et, euh, et le bouquin de Michael Cohen va sortir de son avocat, ou celui-là dont il a publié la préface du livre. Et là, dans la préface, il dit, vous savez, c'est encore pire, vous allez voir, c'est encore bien pire que ce qu'on peut imaginer. Et il dit, il n'y a plus de squelettes dans les placards, parce que les squelettes, c'était moi qui les allais les enterrer dans le jardin. L'air de dire, je suis bien placé pour vous parler des squelettes, c'était moi l'homme de main. Alors lui aussi, il a été condamné à la prison, mais il voudrait que ça cesse, pour commencer. Et il voudrait qu'à l'arrivée, et ça, c'est ça, je l'ai dit tout de suite, ça a été la tactique de son avocat, ça c'était clair, son avocat qui lui faisait rencontrer le révérend Al Sharpton, une figure d'extrême gauche dans le mouvement des Africo-Américains. Bon, ce gars-là, il essaye de dire qu'il y a une rédemption, et qu'il est passé du bon côté. C'était déjà clair au moment de son procès. Ce sera dans mon bouquin, le deuxième volume, sa déclaration préliminaire et sa déclaration finale à Michael Cohen. Et c'est pas parce qu'il va faire un bouquin qui sort demain. C'est dans le manuscrit depuis très longtemps, et il y a des billets là-dessus sur le blog. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait des dossiers hauts comme ça sur Trump? C'est que le gars, même s'il voulait quitter le pouvoir, il peut pas. Il peut pas. Donc il va faire tout pour essayer tout pour ne pas quitter le pouvoir. Et il y a des trucs qui sont très curieux, parce que dès le départ de sa présidence, il attaque le service postal. Ça paraissait très très bizarre que voilà, il attaque le service postal dès le premier jour. Hein, voilà. Maintenant, maintenant on comprend à quoi ça sert. C'est pour remettre en question tous les votes qui viendront par courrier. Et là, il ne pouvait pas savoir le coronavirus, à moins bien entendu que ce soit lui qui est dans le laboratoire secret en Chine, etc. Bon, je ne dois pas dire ça parce que je ne peux pas mettre des émojis quand je dis ça, quand je dis une vidéo, je peux juste rigoler quand je le dis. Non, il ne pouvait pas savoir, mais ce qu'il savait,
il savait que c'est en général ça il savait dès le départ, que c'est en général des démocrates ou dans les États démocrates qu'on vote par correspondance. Pourquoi? Parce que ce sont des États très urbanisés, c'est dans les villes qu'on est plutôt de gauche et pas dans les campagnes. Et ça, là, il n'est pas assez malin. Trump, il va avoir pensé à 4 ans à l'avance. Mais son secrétaire spécial, M. Steve Bannon, le fédérateur de toutes les extrêmes droites dans le monde, et ça, c'est pas une insulte que je lui porte. Il sera très fier, c'est ça qu'il essaye de faire, et il en est très fier de le faire. Monsieur Steve Bannon, lui, il était assez malin pour penser à ça. C'est un joueur d'échecs avec 14 coups d'avance, et l'idée probablement de lui, de Steve Bannon. On entendra encore parler de ce type, hein, parce que même si Trump finissait par disparaître, ce type est très intelligent. Monsieur Bannon, c'est un type très intelligent. Michael Wolff l'avait compris en faisant dans le premier livre qui essayait de descendre Trump, Fire and Fury. Michael Wolff avait compris. Il avait pris Steve Bannon comme son informateur principal. Et ce qu'on avait vu là, c'était que Steve Bannon se disait assez rapidement que Trump n'était pas assez malin pour être la personne qui mettrait en acte le coup d'État suprémaciste blanc qui est son truc à lui. Mais bon, donc même si Trump disparaît de l'horizon, Steve Bannon risque d'être encore toujours là et d'être aussi machiavélique et dangereux. Alors voilà, donc il reste quoi? 90 jours. Pendant ces 90 jours, il faudra faire attention. Et j'espère, il y a des allusions qui y sont faites, qu'il y a quand même des militaires qui se réunissent en ce moment et qui doivent se coordonner. C'est un type qui partira pas, il faudra le sortir, hein, il faudra le sortir de la Maison Blanche. Il ne voudra pas en partir. Il essaiera tout. Il fera appel à ses milices privées. Il essaiera d'utiliser tous les pouvoirs qu'il peut avoir sur l'État, comme il l'a fait en constituant des espèces de brigades improvisées de CRS avec des gens à lui qu'il a envoyés en particulier dans l'État d'Oregon, à Portland. Il va tout essayer. Il va absolument tout essayer. Il ne va pas se cacher comme il l'a fait, c'était quoi, avant-hier, en disant les démocrates demandent de l'argent pour qu'on colmate un peu dans le système postal les choses qui empêcheraient qu'on vote. Mais vous voyez bien, dit-il, que ce qu'ils font, c'est pour permettre à des gens de voter. C'est-à-dire que ça ne le dérange pas de dire je bloque ça parce que ça permettrait aux gens de voter. Il ne s'adresse pas. Il ne s'est jamais adressé à la nation tout entière. Il s'est toujours adressé à sa base. C'est 30 à 40% de gens qui trouvent qu'il est un président formidable. Et ça, c'est peut-être aussi un truc de Bannon. C'est peut-être aussi un truc de Bannon de lui avoir dit tu n'auras jamais de majorité dans ce pays-ci. Adresse-toi à ta base, cultive-la. Ce sont des gens surarmés, on aura peut-être besoin d'eux un jour et on n'aura peut-être pas besoin qu'ils constituent une majorité d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire voilà, dans une perspective séditieuse de coups d'État organisés depuis le départ. Donc ça ne va pas être beau les 90 jours qui restent. Qu'est-ce qu'il va encore essayer de sortir de son chapeau? Il a quand même un peu en recul. Il commence à attaquer Fox News qui a toujours quand même été de son côté, et Fox News voit ce qui est en train de se passer, et Fox News, ils ont envie de garder des téléspectateurs de toute manière, et ont pris leur distance. Hier, il a commencé à attaquer son ministre de la Justice, William Barr. Il commence à suspecter que peut-être Barr va faire comme Bolton, c'est-à-dire dans les derniers jours dire écoutez, moi je suis quand même un gars, je suis quand même un démocrate d'une certaine manière. Est-ce qu'on est dans une phase où lui va utiliser ses pouvoirs de plus en plus, mais où les rats vont commencer à quitter le navire? C'est difficile à dire. Et là, je ne vais faire aucun pronostic. Là, on est vraiment dans ces zones de bifurcation de l'histoire. Et si vous connaissez un peu la mécanique quantique, vous savez aussi que dans les mondes parallèles, tous les scénarios vont se dispatcher. Et notre problème à nous, c'est simplement de savoir dans quel monde
on va se retrouver à l'arrivée. C'est des choses dont j'ai déjà parlé en rigolant, mais le fait est, là je dis quelque chose de sérieux, que parmi les théories d'interprétation de la mécanique quantique, et là c'est pas un truc que je connais pas du tout, c'est un truc que j'ai vraiment bien étudié pendant des années, l'histoire de la mécanique quantique en particulier, et je suis reconnaissant à M. Bitbol, qui lui est un vrai spécialiste, de considérer que j'ai pas dit de bêtises de ce côté-là jusqu'ici. Parmi les théories, les interprétations de la mécanique quantique, la plus vraisemblable, je veux dire d'un point de vue physique, on ne peut pas la tester bien entendu, mais du point de vue je dirais du moins d'incohérence dans le modèle, c'est quand même celle des mondes parallèles, c'est-à-dire de mondes qui divergent en permanence, et où le problème est simplement de savoir qu'il y a des coexistants, voilà, des gens qui vivent ensemble et qui vont continuer à être embarqués dans un monde particulier qui est le nôtre. Voilà, c'est dans l'ensemble des mondes compossibles, comme dit Leibniz. Leibniz, c'est le seul, à mon avis, qui est vraiment déjà conceptualisé cette histoire de monde parallèle qu'on parle de physique de ce côté-là. Bon, c'était un grand physicien, mais, euh, mais avant qu'on parle de ça, il avait déjà vu qu'on pouvait réfléchir comme ça, et c'est ça qui l'avait conduit à dire qu'on vivait dans le meilleur des mondes possibles. C'était à partir d'une représentation d'un monde parallèle et dont on pouvait juger euh, la capacité ou non d'être compatibles entre eux. Bon, allez, je termine là-dessus. En fait, voilà, je parle de métaphysique, et donc j'essaierai quand même de tomber sur quelque chose de plus optimiste, peut-être pas optimiste par rapport à la vie de tous les jours, mais qui met les choses en perspective. Nous sommes dans un très grand univers, on ne comprend pas encore grand-chose de comment ça marche, et il y a des tas de possibilités, il y a des tas de choses qui peuvent se produire. Il faut qu'on essaye d'être dans un monde, parce que là on peut quand même, hein, on peut quand même pousser chacun dans la bonne direction, d'un monde où c'est vivable. Allez, à bientôt.